Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors comme à notre habitude, on aborde toujours des sujets et là actuellement comme je suis en Thaïlande, bien j'ai décidé un peu de compléter mes deux premières vidéos que j'avais faites sur l'expatriation, notamment en Thaïlande, et moi je parlais de demi-expatriation me concernant. Je suis plutôt un globe-trotter, je préfère aller dans plusieurs pays plutôt que de me cantonner à rester dans un. Mais voilà, chacun voit midi à sa porte. J'ai quand même quelques amis en Thaïlande et j'ai glané quelques informations ici ou là, et j'avais oublié de vous parler effectivement d'une chose, c'est la CFE. C'est donc une caisse pour les Français de l'étranger. C'est tout à fait similaire à la sécurité sociale, sauf qu'il faut effectivement cotiser. Mais la cotisation n'est pas très onéreuse, mais par contre vous allez être remboursé avec évidemment un temps de latence. On peut reprocher beaucoup de choses peut-être à la CFE, mais en tout cas vous serez donc couvert en conséquence de votre cotisation. Et avec ça, vous pourrez effectivement additionner votre mutuelle, d'ailleurs votre mutuelle actuelle, et par contre je crois que c'est Humanis, mais il y en a d'autres qui font très bien fonction. Donc vous pouvez effectivement vous expatrier en tant que retraité par exemple et cotiser à la Caisse des Français de l'étranger, et ça coûte pas super cher. Je pense que pour une personne, je n'ai pas été voir les coûts, mais je pense que c'est moins de 250 à 300 euros par personne. Alors après, ça dépend de votre âge, les mutuelles, etc. Effectivement, c'est quelque chose de différent, suivant si vous avez 40 ans ou 60 ans, voire 70 ans. Donc ça, c'est donc une bonne nouvelle, c'est que vous pouvez effectivement partir donc couvert. Cependant, donc j'ai une amie avec qui j'ai discuté là donc hier, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Son mari, qui a un cancer actuellement, est donc revenu en France se faire soigner pour être couvert, car finalement quand on a des petites bricoles, comme je le disais d'ailleurs dans mes précédentes vidéos, on se soigne, à la limite on ne se fait même pas rembourser, on paye, on n'a rien à foutre. Par contre, quand c'est un cancer, que c'est des chimios, etc., vous pouvez être très bien soigné en Thaïlande, même peut-être mieux, mais le coût n'est pas le même et le tarif de la sécurité sociale est plafonné, vous voyez. Et c'est ce plafond qui pose problème quand vous avez des maladies extrêmement graves qui coûtent extrêmement cher. Donc, pour ce faire, le mari de mon ami là est donc actuellement en France pour se faire soigner. Il essaye effectivement de faire des papiers, etc., pour essayer d'avoir une dérogation, avoir le droit de se faire soigner auprès de sa famille. Mais là, dans l'état actuel des choses, pour lui c'est environ 4-5 mois de séparation avec sa famille, puisque ses enfants sont scolarisés en Thaïlande, et donc sa femme veille sur les enfants, et lui est parti se faire soigner en France. Donc vous voyez, c'est le type de problème sur lequel je vous alertais dans mes précédentes vidéos. Effectivement, il faut toujours prendre en compte deux ou trois choses. La première des choses, c'est les soins, parce que effectivement, quand on est jeune, on ne pense pas à tout ça. Mais quand on arrive à mon âge, par exemple, effectivement, on ne peut pas passer outre le point le plus important, c'est la santé. Que va-t-il m'arriver si j'ai tel ou tel problème de santé? Suis-je couvert ou pas? Et si vous n'êtes pas couvert, on va vous laisser mourir dans un coin. Vous voyez, c'est en Thaïlande, parce que si vous ne payez pas, vous ne serez pas soigné. Et en France, pareil, vous serez obligé d'aller aux urgences dans des endroits absolument pas recommandés, sous peine de faire une dépression en plus de votre cancer. Donc voilà, donc prenez soin d'étudier avant de partir justement ce que je vais vous mettre en lien en description d'ailleurs, ce
ce que propose la CFE et les mutuelles qui vont vous permettre d'être couverts. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point très important aussi, c'est les monnaies. Vous voyez, il y a des fluctuations de change et vous êtes sur la chaîne du pognon, donc vous êtes sur la bonne chaîne pour justement comprendre que entre un pays et un autre, il y a des fluctuations de monnaie. Et parfois, elles sont très conséquentes. Je vais parler, moi, de 2 pays, mais il y en a d'autres qu'on pourrait aborder ici aujourd'hui. Mais moi, je vais parler de 2 pays que je connais, 2 pays où je vais très souvent. Et donc j'ai observé les variations. Et on va commencer par le Japon. Le Japon, eh bien, moi j'ai connu un yen en dessous de 90 yens pour avoir 1 euro. Avec 1 euro, en fait, les Japonais, pour avoir 1 euro, ils payaient 90 yens. Donc, et inversement proportionnel, bien sûr. Par contre, aujourd'hui, on est à 164, 165. C'est-à-dire que les Japonais, eux, doivent payer 165 yens pour avoir 1 euro. Ce qui veut dire que, en gros, entre-temps, entre un yen à 80 et quelques et un yen à 165, eh bien, les Japonais ont perdu la moitié de leur pouvoir d'achat. Et la moitié de son pouvoir d'achat. Imaginez un Japonais qui souhaitait s'expatrier en France pour avoir une vie française de rêve, telle que beaucoup de Japonais ont. Eh bien, ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de Japonais sont repartis d'ailleurs, ont quitté la France, car pour eux, la France est devenue horriblement chère. Il faut savoir qu'au Japon, les prix n'augmentent pas, ou très peu dans certains domaines, donc il y a plutôt une déflation depuis 30 ans, voire plus, alors qu'en France, nous augmentons nos prix du Navigo, du timbre, des salaires, donc nous avons une inflation, alors qu'au Japon, il y avait donc eu une déflation ces derniers temps. Et donc, ces deux causes ont créé des effets effectivement sur le change que l'on peut observer. Mettez un graphique de l'euro-yen et vous allez voir, vous allez être complètement abasourdi. Ce qui fait que quelqu'un, par exemple comme moi, parce que je vis beaucoup plus en France actuellement, eh bien mes investissements, beaucoup me le reprochent, pourquoi tu n'es pas beaucoup aux États-Unis, Patrick, il y a plus de croissance, etc. Oui, c'est vrai, etc. Mais moi, de l'analyse graphique, que je la fasse sur des valeurs européennes, françaises, japonaises ou US, eh bien, je gagne de l'argent pareil. Sauf que mes revenus, moi, je les veux plus en euros, puisque l'euro est fort actuellement et que j'ai plutôt tendance à dépenser en euros. Quand je me paye les hôtels là, comme celui-ci, je me le suis payé en euros et très content de l'avoir payé en euros, car pour moi, effectivement, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser mes euros, car l'euro est fort. Maintenant, si le yen continuait à perdre de sa valeur, ce que j'observe graphiquement, c'est vrai que si le yen arrivait à 200, voire 220, graphiquement c'est possible, j'aurais moi plutôt tendance à avoir un avantage à changer tous mes euros en yens, car aller vivre au Japon avec les euros que j'ai actuellement, si je changeais tout en yens, je deviendrais quelqu'un de très riche au Japon avec un pouvoir d'achat extraordinaire. Donc je dépenserais énormément moins au Japon qu'en France, plus de la moitié moins en fait. Et donc avec 2 fois plus d'argent finalement, sans compter qu'un jour ou l'autre, les monnaies, eh bien, elles refluctuent et il se pourrait que le yen redevienne fort. Et pourquoi pas, dans ce cas, revenir en Europe et changer le yen en euros et devenir encore beaucoup plus riche en Europe. Qui sait, de toute façon, c'est pas un problème d'habiter en Europe ou au Japon, tant qu'on peut se payer des billets d'avion et aller vivre où on veut. Concernant la baht, l'euro-baht, j'ai connu moi la crise de la baht, j'ai connu tous les problèmes qu'il y a eu en Thaïlande. Je me rappelle même être venu à des moments où il n'y avait plus personne, il n'y avait plus d'étrangers, parce que plus personne n'osait venir ici, c'était le paradis, vous étiez le seul étranger, et l'euro, à l'époque c'était le franc d'ailleurs, était super fort, on avait un pouvoir d'achat de dingue, et donc
Les amis, mon discours là actuellement, il est pour vous mettre le doigt sur un point très important, c'est les monnaies. Et donc, c'est très important de savoir où investir, dans quel pays investir. Je pense que la Thaïlande est un super pays. Par contre, c'est pas non plus le pays le plus sécure pour investir, peut-être. Et puis, quand on est retraité, on n'a pas forcément envie d'investir, hein, c'est surtout ça. Donc, suivant votre sensibilité, suivant ce que vous voulez faire, quel âge vous avez, etc. Moi, je vous conseille toujours, à un moment où vous souhaitez, par exemple, investir au Japon ou en Thaïlande ou dans un autre pays, de regarder l'équilibre d'échange. Avez-vous intérêt à cet instant précis d'investir dans cette monnaie? Parce que quand vous faites un business dans un autre pays, effectivement, vous êtes sujet au change. Et le troisième point, c'est l'imposition, hein, c'est la fiscalité. Et donc en ce moment, la Thaïlande est un peu sur la sellette. En ce moment, tout le monde en parle, tout le monde dit ouais, mais non, la Thaïlande, c'est pas intéressant et tout. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que vu qu'on dépense pas grand chose en Thaïlande, qu'on a un pouvoir d'achat très très important, que vous pouvez venir avec du cash aussi, etc. Si vous passez moins de 180 jours, ben, de toute façon vous ne serez pas fiscalisé, ce qui est mon cas. Donc moi je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Si je vous fais des vidéos sur l'imposition sur la Thaïlande par exemple, c'est pour vous informer. Mais au demeurant, il n'est pas certain que tout ce qui se dit sur Internet soit forcément quelque chose de vrai, déjà d'une part, parce que ce qui est écrit, après il y a une façon de l'adapter, parce que imaginez, bon quand même le gouvernement thaï, ils ne sont pas stupides, c'est pas le gouvernement français, hein, la Thaïlande. Il y a des choses à reprocher comme dans tous les pays en Thaïlande, mais imaginez que si on commençait à taxer tous les comptes, tous les gens qui reçoivent de l'argent à hauteur de 30%, vous imaginez que tous les gens vont se barrer, que l'immobilier en Thaïlande va s'écrouler, que beaucoup de gens qui ont des business avec le tourisme, etc., ça fait un boule de neige, quoi, tout va s'écrouler. Et donc, non, je ne pense pas que en vivant en Thaïlande, vous serez imposé tel que certains youtubeurs vous le disent. Et d'ailleurs, c'est lundi que j'ai rendez-vous avec un follower hein, qui habite donc à Pattaya. On va discuter un petit peu de ça car lui, il est beaucoup plus branché sur le sujet. Donc moi, vous voyez, plutôt que d'écouter des youtubeurs qui vont vous raconter des trucs blablabli, blablabla, je préfère écouter des gens qui sont sur place et qui vous font part de leurs problèmes, car il ne faut pas ignorer les problèmes hein, quand on s'expatrie. Il faut toujours être à l'écoute hein, de ce que les gens qui habitent ici ont comme problème et puis surtout aussi leur principal avantage. Hein. Donc le principal avantage, c'est le niveau de vie, le coût de la vie, le soleil toute l'année, la mer, le soleil. Si vous allez dans le nord de la Thaïlande, c'est la montagne, etc. L'avantage de la Thaïlande comme du Japon, c'est que vous êtes là-bas, même pas 5 heures d'avion, vous êtes à quoi, 2 heures, 2h30 de Singapour, vous êtes à 1h30 du Laos, vous voulez aller à Hong Kong, vous voulez aller n'importe où. Donc, aussi bien Bangkok que Singapour ou quelques villes où vous habitiez au Japon, que ce soit Fukuoka, Tokyo, etc. Vous êtes en fait bien placé pour pouvoir vous déplacer à moindre coût. Ce qui coûte le plus cher et ce qui est le plus long, c'est de revenir en Europe, bien sûr. Donc, comme vous le savez, moi, l'Europe, voilà, j'ai essayé d'y passer moins de 6 mois si possible dans un temps futur, hein, c'est pas pour tout de suite, mais je vais progressivement de plus en plus passer du temps en Asie, donc c'est pour moi ce que j'appelle une demi-expatriation, et en plus elle est progressive, hein, puisque j'ai encore moi 2 sociétés à gérer sur Paris, j'ai des gars, des gens qui sont sous ma responsabilité, je ne peux pas abandonner les gens comme ça, et donc évidemment je dois continuer à assurer ce dont pour
pourquoi je gagne de l'argent. Et puis de l'autre côté, je dois aussi penser à mon âge qui file comme le vent et donc essayer aussi de trouver ma place dans des coins comme ici où je peux me reposer, profiter de la vie et puis m'épanouir, notamment en vous faisant des vidéos et en vous informant. On va regarder sur l'ordi tout de suite pour vous donner les liens, mais je vais vous montrer un petit peu la CFE, juste que vous montrer que c'est tout simple, il suffit d'aller sur internet, c'est pas la peine de payer. J'ai vu il y a des youtubeurs qui vous font payer je pense des fortunes pour vous trouver des logements, pour vous octroyer un visa et puis pour vous informer sur les impôts et sur votre santé. En fait, je pense que là, sur les 2 dernières vidéos, je vous ai quasiment tout dit. Cette vidéo-là, qui est une 3e vidéo, plutôt sur la santé et sur les monnaies, sur l'échange, vont compléter ce qui a été dit. Donc ces 3 vidéos-là déjà peuvent vous permettre déjà de penser à vous expatrier, toujours en venant plusieurs fois, plusieurs périodes de l'année pour savoir si vous supportez plus ou moins la chaleur, la saison des pluies, l'humidité, etc. si c'est la Thaïlande, si vous supportez la nourriture, le climat social, etc. Donc il faut venir avant de venir débarquer avec vos valises. Il faut quand même savoir où vous mettez les pieds, ça me paraît important. Et donc allons voir sur mon Mac la CFE. Donc nous voici sur le site cfe.fr. Donc vous avez plusieurs effectivement cas de figure. Si vous êtes particulier et que vous cherchez une assurance retraite, eh bien voilà, vous cliquez ici. Si vous êtes une entreprise et que vous cherchez une assurance pour un employé, c'est ici. Alors si vous êtes une entreprise et que vous voulez employer des Français et effectivement les expatriés, je vous conseille quand même de prendre un avocat thaïlandais et puis de avoir fait tout le nécessaire de façon à être en règle aussi au niveau de la loi thaïlandaise. Vous avez des conseils santé, juridiques, pratiques, etc. pour les expatriés. Et puis donc vous avez tout, les documents clés, tous les barèmes. Si vous souhaitez voir combien ça va coûter, tout est dans ce site. Je ne vais pas vous montrer ça, je ne vais pas vous mâcher de travail jusque-là, les amis. J'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. J'espère que vous le comprendrez bien. Et vous avez aussi au niveau de l'assurance santé, vous avez voilà la MSH, mais vous en avez plein d'autres, je pense qu'il y en a une bonne dizaine, voire plus, qui peuvent voilà, vous proposer des tarifs. En plus, tout est possible d'être obtenu en ligne. Vous pouvez obtenir, là, vous voyez, vous cliquez sur obtenez votre tarif, vous mettez votre âge, etc., toutes les conditions, et vous aurez un prix. Alors rajoutez toujours, moi je dirais 20%, j'aime bien toujours avoir une marge de sécurité, rajouter 20% minimum, voire 30%, de façon à ne pas avoir de surprise, parce que entre l'âge que vous avez maintenant et puis l'âge que vous aurez dans 2 ou 3 ans, dans 5 ans, les prix augmenteront forcément. Et donc le mieux, c'est toujours de prévoir large. Eh bien, écoutez les amis, je pense avoir fait le tour au niveau de la santé, de la CFE, puis des assurances santé. On va regarder quand même un petit graphique sur l'échange, de façon à ce qu'on puisse en terminer avec justement le sujet d'aujourd'hui. Alors, au niveau d'échange, je vous ai retrouvé un graphique, je ne sais plus où je l'ai trouvé, je pense que c'est sur Boursorama ou un truc comme ça, peu importe, où on a un graphique long terme sur l'euro-baht. Et l'euro-baht, donc depuis 2007, alors bien avant, on le verra pas, mais c'est pas grave. Déjà, rien que ce graphique, il est très parlant. Vous voyez que là, en fait, sur 2008, on avait une baht qui était sur 53, 59, 53, vous voyez. Donc pour 1 euro, vous aviez 53 bahts. Donc c'était vraiment le moment où s'expatrier si on voulait vraiment quitter la France et puis venir en Thaïlande avec tout son pognon.
un change pareil, effectivement, ça aurait été super intéressant, hein, puisque vous voyez qu'on a eu un trend très baissier, c'est très 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 baissier, et aujourd'hui, hein, alors là c'était en 2019, hein, là ici à 34, donc de 52 à 2019, 34, hein, vous voyez que la baisse a été énormissime, hein, et aujourd'hui nous sommes à 39, 39,25 actuellement, donc vous voyez ça ne bouge pas trop trop, mais quand même, hein, sachez que quand vous venez en Thaïlande en vacances, notamment, et que vous avez un cours de baht à 33, 32, 33, ou un cours de baht à 39 ou 40, eh bien vous ne dépensez pas la même chose, hein, tout simplement. Donc vous voyez que d'avoir des revenus en France euh, depuis toute cette période, par exemple, n'était pas forcément une bonne chose. Ce qu'il y a, c'est que les taux d'intérêt en Thaïlande étant très bas, moi je persiste à penser qu'il est mieux et plus sécure d'avoir ses comptes en France, de façon à avoir des actions comme Total Energy ou des taux d'intérêt beaucoup plus hauts, hein, qui de toute façon vont vous donner une meilleure performance que ce change. Par contre, euh, la situation d'un entrepreneur, d'un investisseur serait totalement différente. Quelqu'un qui veut monter par exemple un restaurant en Thaïlande, hein, quelqu'un qui aurait amené tous ses euros ici en 2008, il aurait passé sûrement une mauvaise période parce que la période était très difficile en Thaïlande à ce moment-là pour les gens qui faisaient du business, mais il aurait acheté de l'immobilier, il aurait acheté son restaurant, il aurait fait des investissements à des prix défiant toute concurrence. Et puis là, aujourd'hui, il serait super bien installé avec un business qui tourne. Voilà, et donc il aurait investi à très bon compte, à une condition, voilà, d'avoir investi son argent en Thaïlande en créant un business, hein, je disais un restaurant, mais ça aurait pu être autre chose. Alors, concernant le Japon, alors là, nous sommes dans une configuration qui est hyper intéressante, hein, tout du moins pour moi. Là, on est en plein dans l'analyse graphique, hein, et dans l'analyse macroéconomique. Alors, on va commencer par regarder un graphique de l'euro-yen qui donc date, hein, de 1979. Hein. Vous avez des cours qui commencent en 79 jusqu'à nos jours, et nous sommes en monthly. Donc la période monthly est très intéressante à observer, car on voit là une assiette, hein. Vous voyez que là, en l'occurrence, hein, vous avez une assiette ou un bol, hein. Encore une fois, vous appelez ça comme vous voulez, hein. Moi, j'aime bien dans cette configuration appeler ça un bol, hein. C'est un petit peu mon bol de riz, dirais-je. Blague à part, nous avons une magnifique opportunité sur l'euro-yen, hein. Nous avons cassé ici ce trend baissier, hein, qui est le haut du canal baissier. On avait un canal baissier qui datait, je vais mettre ma trombine ici, qui datait des années 80. Rappelez-vous, le Japon, allez voir un petit peu l'histoire du Japon, l'histoire économique du Japon dans les années 80. Eh bien, le Japon nous inondait de leurs produits, de magnifiques produits, hein. Les gens qui ont d'ailleurs mon âge ont tous connu avoir des chaînes stéréo, des platines Akai, du Sony, les Walkman Sony, les produits japonais étaient absolument magnifiques, à l'image, hein, des produits Apple aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, hein, c'est terminé. Comme quoi, vous voyez, il n'y a rien qui est toujours définitif. Comme quoi, d'ailleurs, Apple un jour sera dépassé par je ne sais quoi, mais c'est ainsi, hein. Rien, la supériorité infinie n'existe pas. Pour en revenir à ce graphique, eh bien, nous avons vécu pendant toutes ces années, hein, jusqu'à 2021, hein, janvier 2021, une parité euro-yen qui n'a fait que s'apprécier, c'est-à-dire que le yen
a été de plus en plus fort, ce qui fait que l'économie, bien sûr, japonaise, et là on rentre dans la macroéconomie, eh bien elle s'est dégradée parce que leurs produits ont été jugés chers par rapport à en fait le change en euros, voire en dollars, etc. Parce qu'on a le même graphe sur quasiment toutes les monnaies. Dans le même temps, les produits japonais se sont fait beaucoup concurrencer, notamment par les Américains avec Apple, etc. Mais aussi par les Coréens. Donc l'économie japonaise a souffert aussi de la concurrence chinoise, coréenne, etc. Et tout ça, on le voit dans le graphique, c'est aussi simple que ça. Et cette assiette-là, ainsi que cette sortie de canal baissier, me donne l'impression qu'on va continuer, puisque nous sommes rentrés, on va bientôt pouvoir tracer un canal haussier qui va se substituer à ce canal baissier. Et donc on va zoomer un petit peu de façon à ce que vous puissiez mieux comprendre. Et là, vous voyez, on est sur cette résistance qui est en fait les plus hauts qui étaient ici. Donc cette résistance, elle est sur les 164, 165. Eh bien, on y est. Si vous regardez les cours, nous sommes à 164, 72 là en ce moment. Si on venait à casser ce trend, eh bien le prochain objectif, ça serait ces plus hauts ici. Ça serait 187. 187 pour les Japonais, ça commencerait effectivement à piquer, puisque leur pouvoir d'achat commencerait sérieusement à se détériorer. Et ensuite, si on cassait ce trend, ce qui est tout à fait possible, puisque ça, c'est tout simplement le plus haut de août 1982, eh bien nous trouverions tout simplement sur du 212. Donc vous voyez que cette zone, pour moi, elle est tout à fait atteignable au niveau de la parité euro-yen. Maintenant, mettez-vous à la place d'une personne comme moi qui dispose d'euros actuellement. Supposons que le yen aille à ces niveaux-là. Imaginez que déjà actuellement, sur ce niveau-là, quand je vais au Japon, écoutez, je vais dans des restos pour 6, 7, 8, 10 euros, et puis des super restos, c'est pas McDo, vous voyez, c'est-à-dire pour le prix d'un McDo, aujourd'hui au Japon, vous mangez dans un bon resto. Imaginez que l'euro yen aille à 212, et bien là, si vous voulez, vous devenez riche, tout simplement. Vous devenez riche, alors après, vous en foutez de ce que les économistes racontent. Oui, le taux de natalité au Japon, il est très bas, et il court au devant de plein de problèmes. Moi, je peux vous dire, je vais régulièrement au Japon, en Thaïlande, tous les problèmes que les gens vous exposent sur Internet ou aux infos de 20h sur TF1, c'est du pipeau parce qu'on s'en fout de tout ça. Je veux dire, le discours, il est sur... il vous faut un discours, oui, dans 20 ans, patati, patata. Moi, dans 20 ans, je serai peut-être déjà plus là. Puis dans 20 ans, le Japon aura certainement rebondi parce que, vous voyez, plus le yen va se déprécier, à l'image de ce qu'on a vu quand ils étaient ici sur un taux de change qui était, je vous rappelle que en 79, on avait un taux de change à 285. Et donc évidemment, les Japonais étaient hyper compétitifs à l'image de la Chine ces derniers temps. Donc l'économie du Japon, plus le yen va se déprécier, plus elle sera compétitive. Et au bout d'un moment, effectivement, le Japon va s'enrichir et puis ils vont peut-être développer des nouvelles technologies, etc. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en peu de temps, puisque là ça peut mettre 1 an ou 2, voire 3, on peut se retrouver à 212 et on peut se retrouver en changeant tous ces euros en yens, très riche en fait, avec un pouvoir d'achat complètement fantastique, et puis pourquoi pas investir sur la bourse japonaise, puisque pour moi, que ce soit un graphique, que j'achète du Total Energy ou du Toto, ou peu importe la valeur japonaise, je ne fais qu'un exercice mental de me projeter d'un cours à un autre possible avec des trends, des moyennes mobiles, etc. Donc que je travaille un marché ou un autre, pour moi, c'est pareil. Alors, vous voyez que
ça, c'est vraiment les 3 premiers objectifs. Mais en plus, euh, il- pour moi, il n'est pas impossible qu'on aille revoir qu'on aille revoir cet ATH ici. Il n'est vraiment pas impossible d'aller voir ça. Donc, il serait possible, pour moi, de changer peut-être la moitié de mon pognon sur cette zone-là. Et puis la deuxième moitié ici, si on y allait. Voilà, vous voyez, en fait, il faut toujours avoir une stratégie avec une double stratégie. Hein. En cas qu'il se passe ceci ou cela, on ferait ceci ou cela. Donc moi, en cas où on casse ça, voilà, moi j'attends ici et ici. Surtout ici, hein, de la zone des 200 et quelques me plaît bien. Par contre, si on passe pas et qu'on redescend, eh bien, invalidation du scénario. Mais là, on est bien parti, hein, on est bien parti pour valider le scénario que je vous dis, et l'avenir nous dira si j'ai raison. Hein. De toute façon, vous inquiétez pas, je pourrais vous faire des vidéos depuis le Japon. Hein. Je vous fais bien des vidéos depuis Pattaya en Thaïlande. Là, aujourd'hui. Alors sur ces bonnes paroles les amis, désolé pour le contre-jour, hein, mais voilà, il fait meilleur à l'intérieur, hein, avec la clim. Donc je vous souhaite une bonne fin de week-end, portez-vous bien et à demain.